Lové au creux d'une faille spectaculaire, entre Méditerranée et désert, le Jourdain brille d'un éclat symbolique. Toujours convoité, souvent envahi, la vallée qu'il baigne porte l'empreinte d'une histoire féconde. La clé du mystère, l'eau bien sûr, qui a fait de cette contrée l'une des plus fertiles du Proche-Orient. Ainsi, sur la rive est du fleuve, du sud de la Syrie au nord de la Jordanie actuelle, le paysage s'étire de collines en hauts plateaux verdoyants. On appelle cette terre la Décapole. Cette région longtemps méconnue abrite alors une dizaine de cités fondées au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les successeurs d'Alexandre le Grand. Modestes par leur taille, mais riches de leur sol et d'une intense vie culturelle, elles suscitent l'intérêt de leurs voisins, les Nabatéens et les Asmonéens, qui, dès la chute de l'Empire grec, se disputent la souveraineté de leur territoire. Ces luttes d'influence sont interrompues au 1er siècle avant notre ère, par l'invasion des Romains. Une fois intégrées à l'Empire, les villes de la Décapole forment une confédération autonome. Elles prennent leur essor et se parent de somptueux monuments. De ce creuset culturel grec, en milieu sémitique, l'antique Gerasa en Jordanie est la cité la mieux préservée et la plus complète. Surtout, ces ruines spectaculaires révèlent chaque année aux archéologues un nouveau pan de leur histoire. Amman. L'actuelle capitale jordanienne porte encore la marque du temps où elle était rattachée à la Décapole. Elle s'appelait alors Philadelphia. Son théâtre, qui pouvait accueillir jusqu'à 6000 spectateurs, témoigne d'une certaine importance de la cité à l'époque romaine. Quittant Amman, nous mettons le cap au nord en direction de Jerash, le nom moderne de Gerasa, situé à 45 km. Carte en main, nous tentons de repérer quelques-unes des villes identifiées de la Décapole. Bientôt, la route ondule à travers les paysages verdoyants du pays biblique de Galaad, puis gagne le cours inférieur du Zarqa, l'un des affluents du Jourdain. Sur ces rives s'étendent encore oliveraies, vergers et champs cultivés. Encore quelques kilomètres, et nous voici à Jerash, implanté en partie sur les ruines de l'ancienne Gerasa. Enchâssée dans le silence des collines dorées du pays de Galaad, la cité se dresse sur les deux rives de l'oued Jerash, aujourd'hui tarie, mais dont le nom antique Chrysoroas, la rivière d'or, traduit le rôle que ce cours d'eau joua jadis dans le développement du site. Ce dernier, habité dès le 9e millénaire avant Jésus-Christ, abrite un ensemble de petits villages mobiles, qui se multiplient et se fixent progressivement à partir du 8e siècle avant notre ère, avec le développement de l'agriculture. Après un temps d'abandon, cette petite bourgade voit la naissance d'une première cité fondée par les Grecs
entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu précédemment appelé Garchou prend alors le nom d'Antioche sur le Chrysoras. Sous domination romaine, Antioche devient Gerasa. La ville est mise en chantier et atteint son maximum de croissance au 2e siècle de notre ère. Au IIIe siècle, alors qu'elle est élevée au rang de colonie, la cité amorce son déclin, rythmé par des invasions et des réoccupations successives. Enfin, le tremblement de terre survenu au 8e siècle porte le coup fatal à la cité, qui ne sera redécouverte qu'au 19e siècle. Ainsi, Gerasa montre-t-elle aujourd'hui simultanément plusieurs époques. Quelle était alors sa configuration lors de son apogée, au IIe siècle de notre ère? Le domaine urbain occupe alors une aire ovale d'environ 95 hectares. Une grande rue à colonnades traverse la ville du nord au sud et se dirige vers le sanctuaire de Zeus olympien, le Jupiter des Romains. Une majestueuse place ovale assure le raccordement entre les axes divergents du sanctuaire de Zeus et de la grande rue à colonnades. Deux voies est-ouest croisent à angle droit l'axe principal. Entre les deux intersections se dresse perpendiculaire à l'artère majeure le sanctuaire d'Artémis, la Diane des Romains. Le reste de la ville est organisé suivant un plan en damier et comprend, outre les quartiers d'habitation, des thermes, un odéon, un marché, un théâtre et un hippodrome. Quant aux nécropoles, elles sont situées à la périphérie de la ville. Pour le voyageur antique qui venait de Philadelphia, l'actuel Amman, la route passait sous une grande arche, érigée en l'honneur de l'empereur Hadrien. La voie longeait ensuite l'hippodrome, dont il ne reste plus aujourd'hui que le tracé. Plus loin, une réplique réduite et contemporaine de la première arche constituait le véritable accès méridional de Gerasa. Une fois franchi le seuil de la porte sud, le regard s'élève irrémédiablement vers une terrasse artificielle, dominée par le temple haut de Zeus. Rattaché au sanctuaire, le théâtre déploie ses gradins en regard de la ville. Le voyageur traversait ensuite la majestueuse place ovale, ouverte sur la grande avenue. De là, il rejoignait les quartiers commerciaux. Au sol, on devine encore la trace laissée par les roues de chariot. Situés le long de la colonnade, de nombreuses boutiques et le grand marché à viande retenaient le chaland. Plus loin, le pèlerin pouvait se rafraîchir à l'eau du Nymphée, une fontaine monumentale. Juste à côté, s'ouvrait le domaine sacré de la déesse Artémis. S'il prolongeait son parcours vers le nord, il arrivait aux portes de l'Odéon, à la fois siège du conseil local et lieu de spectacle. 2000 ans après, Gerasa a encore fière allure. Surtout, elle fournit aux visiteurs d'aujourd'hui un bel exemple de ces innombrables cités d'Orient, fondées par les Grecs et sur lesquelles s'appuyait le pouvoir romain. Installé sur le site même de Gerasa, l'Institut français du Proche-Orient mène en coopération avec les antiquités jordaniennes d'importants travaux de fouilles
et de restauration. Gabriel Imbert assure depuis une quinzaine d'années le bon déroulement des missions françaises et étrangères. Il est la mémoire vivante de toutes les investigations. Que j'espère nous avons suivi avec bonheur, mais que nous poursuivrons à l'avenir. Vous l'avez vu, le site présente donc tous ces grands monuments, mais c'est ça qui a été dégagé. L'archéologie proprement dite n'a pas encore dégagé énormément de choses. Cependant, de récentes excavations ont mis au jour d'importants vestiges. Non seulement d'une grande beauté, mais également riches en informations. Les archéologues se sont en effet longtemps interrogés sur l'origine du plan orthogonal de Gerasa et le degré de pénétration de la culture grecque dans la cité orientale. La réponse se trouve pour partie dans cet obscur chaos de pierre. Ces ruines sont celles de plusieurs édifices d'époques différentes, construits sur une grotte sanctuaire. La fouille de cette grotte et le démontage partiel des vestiges ont permis de découvrir plusieurs centaines de blocs ayant appartenu à un monument précédent. Gabriel nous ouvre exceptionnellement les portes de ce sanctuaire improvisé. Voilà, alors ici vous avez un autre registre, car ce sont donc les pierres qui sont extérieures. Vous voyez qu'elles ont le même badigeon. Sa mémoire, liée à cet ensemble désorganisé, est émouvante. Aucune moulure, aucun motif ou couleur n'a de secret pour lui. Une fleur qui pourrait être une fleur d'hibiscus, le caducée, la massue d'Héraclès. Voilà, vous avez ici une pierre magnifique avec un petit bovidé qui est en train donc de grappiller dans la grappe, toujours notre décor floral de pente, une palme, et puis alors le plus étonnant, c'est ici, regardez ce rouge, le vert. En quoi la découverte de cet énorme puzzle de pierre a-t-il renouvelé l'interprétation de la cité ? Le domaine de Zeus est le résultat d'une longue évolution, entamée dès l'époque de la colonisation grecque. Or, son développement a conditionné celui de la ville. Reprenons au début. En arrivant à Gerasa, les premiers colons grecs s'installent sur cette butte, à l'emplacement de l'ancien village abandonné. Pourtant, ce n'est pas au centre de ce bourg renaissant qu'ils choisissent de bâtir la demeure de Zeus, mais sur le haut lieu qui lui fait face, plus propice au culte selon la tradition orientale. Après avoir nivelé le terrain, jusqu'au rocher selon un rite de purification, les fidèles de Zeus bâtissent au-dessus d'une grotte naturelle un premier temple, ouvert au sud. Par son plan rectangulaire et son décor de pampres, de grenades, de grappes de raisin et de fleurs d'hibiscus, ce saint des saints est typiquement oriental. Au 1er siècle de notre ère, les Romains entreprennent de gigantesques travaux, sous la conduite d'un certain Diodoros. L'architecte édifie tout d'abord une terrasse accessible par le sud. Plus tard, il agrandit la terrasse, aménage dans les sous-bassements une galerie souterraine, le cryptoportique, et bâtit à l'est une entrée monumentale, qui devient l'accès principal. Le domaine de Zeus s'ouvre enfin face à la ville. En 66 de notre ère, lors de la première révolte des Juifs, hostile à Zeus, le temple grec est soigneusement démonté. En 70, alors que la situation politique et religieuse s'est apaisée, un certain Théon, suppliant de Zeus, finance un nouveau saint des saints, édifié avec une partie des blocs du premier temple. Le point culminant et ultime de ce développement est l'édification en 163 sur une terrasse supérieure d'un grand temple à portique.
Ainsi, l'ensemble du sanctuaire présente une architecture typiquement orientale et non gréco-romaine. De même, la grande avenue à colonnade ne semble pas être, à proprement parler, une rue, mais plutôt une allée processionnelle, en même temps qu'une voie commerciale. Le travail entrepris par les scientifiques sur le sanctuaire de Zeus ne s'arrête pas là. Le gouvernement jordanien a insisté, comme il a insisté d'ailleurs auprès de beaucoup d'autres missions archéologiques, pour que l'archéologie se fasse en parallèle avec la restauration des monuments. C'est un aspect extrêmement important de notre travail, de nos responsabilités, c'est la valorisation, la mise en valeur des monuments qui ont été exhumés ou qui sont en cours de découverte. Mais le processus est complexe. Il faut tout d'abord relever et identifier tous les blocs. Le but était surtout de dégager vraiment tous les abords du temple, donc de ses éboulis. Donc on a poursuivi la méthode qui avait déjà été appliquée quelques années auparavant, c'est-à-dire donc dégagement des blocs, dessin au 50e, donc on appelle ça des minutes de terrain, topographie en 3 dimensions donc de tous ces blocs pour permettre ensuite des restitutions informatiques qui facilitent énormément la restitution pour justement cette phase actuelle de restauration. Ces préalables indispensables étant accomplis, le travail de restauration proprement dit peut commencer. Pas si simple. Nous allons voir comment, malgré toute l'expérience d'une équipe aguerrie, le remontage des blocs peut s'avérer complexe, voire dangereux. Il faut tout d'abord tailler la pierre, selon un profil bien précis, dessiné par l'architecte, selon les épures obtenues en laboratoire. Les prochains profils à reprendre. Ok. Une fois ça, c'est les prochaines. Deux prochaines pour l'ouest, comme ça. Ainsi tu vérifies les dimensions et tu reprends les profils. Ainsi, comme ça, on va pouvoir boucler le côté ouest. Ouais, et puis après, il faudra donc. Il nous en manquera juste un morceau pour le nord quand on aura fini de poser l'angle. La seconde étape consiste à équiper le bloc d'un système d'attache, permettant son levage jusqu'à son lieu de pose. De la même manière que dans l'Antiquité, les hommes sont appelés à décider des solutions techniques les plus appropriées au levage. Cheville, pinces inversées ou tenons mortaise. Ici, l'équipe opte pour un dispositif de chevillage. Les trous qui vont permettre de lever. Non. Il y a 2 points. Là, on aurait même pu en mettre qu'un seul, peut-être. D'accord. C'est plus par sécurité. Vient enfin la grue et l'opération délicate de mise en place effective du bloc. Lorsque celui-ci s'élève pour aller rejoindre ses embases, la corde cède. Une seconde tentative, plus sécurisée, permettra la pose définitive du bloc. Ainsi, jour après jour,
le domaine du seigneur de l'Olympe retrouve peu à peu son aspect initial. Mais Zeus ne régnait pas en maître absolu sur Gérasa. Artémis, assimilée à une divinité locale ancestrale, était honorée comme maîtresse de la cité. Accessible depuis le pont du Chrysoroas, son sanctuaire est une véritable mise en scène architecturale. Après avoir suivi une colonnade et traversé l'avenue principale, il faut encore franchir une porte imposante, puis monter un escalier monumental débouchant sur le ciel. Cet ingénieux dispositif, en suscitant la surprise, met indéniablement en valeur le temple de la déesse. Le domaine d'Artémis est étonnant à plus d'un égard. Tout d'abord, il est inachevé et ne comporte aucune installation ancienne. Ensuite, il est le plus vaste et le plus central de la cité. Or, ce n'est pas vers lui que mène la grande avenue principale, mais vers le sanctuaire de Zeus. Surtout, la présence de 2 sanctuaires fédéraux dans la même ville constitue pour les archéologues une anomalie. C'est un cas unique dans la région. L'explication vient en partie des inscriptions retrouvées dans le temple bas de Zeus. En fait, le sanctuaire de la déesse, primitivement installé ici sur le tertre du village ancien de Garchou, aurait été déplacé pour permettre son extension. Ce déplacement s'est opéré vers 132-135, au cours de la première révolte juive, durant laquelle la communauté israélite de Gérasa, hostile aux dieux grecs, reporte ses dons sur le temple de l'ancienne déesse mère de la cité. Une trentaine d'années plus tard, c'est au tour du temple d'Artémis d'être abandonné par ses fidèles, faute de moyens financiers. Ces événements provoquèrent une refonte complète du cadre urbain. Les 2 avenues perpendiculaires, à l'origine du Cardo et du Decumanus romain, furent tracées en fonction de l'entrée principale des 2 temples, selon une pratique bien connue en Orient. Ainsi, le plan orthogonal de la cité n'est pas, comme on l'a cru longtemps, un héritage des colons grecs, mais bien une conception tardive, surimposée à partir du milieu du IIe siècle à un modèle urbain oriental préexistant. En revanche, il est révélateur de l'importance de la religion dans l'organisation du cadre de vie. Le culte est également le miroir de la santé économique et politique de la cité. Les temples, en effet, étaient financés par les habitants, qui, suivant la nécessité du moment et les disponibilités financières de leurs groupes religieux, sollicitaient la divinité la plus apte à répondre à leurs attentes. Sur les gradins de l'Odéon qui servaient de salle du conseil municipal, les archéologues ont retrouvé de grandes inscriptions gravées dans la pierre. Ces inscriptions mentionnent les noms de 11 tribus religieuses. Celles de Zeus et d'Artémis étaient les plus importantes, avec celles du culte impérial. Les autres étaient vouées à des divinités secondaires. D'autres inscriptions sur le site nous apprennent également que la population gérasénienne était composée en grande majorité de Grecs, de Syriens, d'Israélites, de militaires et de fonctionnaires romains. De quoi vivait cette société multiculturelle ? C'est une grande cité qu'on décrit comme étant florissante, impériale, mais il ne faut jamais non plus perdre de vue que c'est une des villes les plus orientales de l'Empire romain, lointaine un peu de tout, et provinciale, et en dehors des grands axes, puisqu'on a la Via Nova, qui est, c'est vrai, à une trentaine de kilomètres, c'est tout près pour nous, et c'était quand même pas très près pour ces gens-là. Je crois qu'un des aspects qu'il faut prendre en considération, c'est que la ville de Jerash est un endroit où les empereurs romains ont
libérer, le terme c'est libérer les vétérans. En fait, c'est lorsqu'un soldat romain arrive, qui est un soldat de métier bien sûr, arrive à la fin de son temps, on lui donne des terres qui sont souvent des terres importantes, que lui-même fait exploiter par des esclaves, par des gens locaux, et lui, il devient un citadin. On sait qu'il y a eu beaucoup de vétérans installés à Jerash. Donc c'est une ville de peuplement, c'est pas nécessairement un grand centre commercial, sauf régional bien entendu, sauf local, mais c'est pas une route où on fait transiter les épices, où on fait transiter les produits rares entre la mer Rouge et la Syrie. Aujourd'hui, Gerasa accueille chaque année l'un des festivals les plus réputés du Proche-Orient. Le temps de cet événement culturel majeur, des foules de Jordaniens et d'étrangers investissent les ruines. Et la vie bat à nouveau son plein dans la cité, comme aux heures de sa gloire.